En manchette cette semaine, le NH déménage. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et... Et la personne dans le groupe Vilain Pingouin qui a décidé que ça allait s'appeler Vilain Pingouin. Est-ce que c'est la même personne qui a décidé d'appeler ça Tigre Géant? Ouais, probablement. Un brainstorm d'une seconde, c'est terminé. Matelas Dauphin. Juste des animaux. Le NH déménage sur Saint-Denis, juste à côté du Tres Amigos. Donc, dans quelques années, les étudiants vont avoir des whiffs de tacos pendant leur brainstorm. Puis la cafette, ça va être rendu vraiment le McDo. Le McDo. Moi, j'ai de l'empathie pour eux autres parce que j'ai déménagé genre 8 fois dans ma vie. Puis y a rien de plus triste que réaliser que tout ce que tu possèdes rentre dans une Hyundai Accent. Quand je suis venu m'installer à Montréal, il y avait rien sur le siège passager. C'est gênant. En conférence de presse, Louise Richer a dit que l'école était rendue trop exiguë pour ses projets, et moi j'ai hâte d'y parler pour lui demander ça veut dire quoi, exigu? Selon le petit Robert, passe. De toute façon, il n'y a pas un gag qui rirait avec le mot exigu dedans, là. C'est impossible. Hey, c'est moi ou l'école s'est rendue exigu? Les unions exiguës. L'osticho exigu. Fait que si dans 2 ans, vous voyez 12 bruyants aux 3 brasseurs, c'est la nouvelle cohorte de l'école de l'humour. Oui, c'est les humoristes. Et si vous voyez 8 ténébreux au bistrot à Jojo, c'est les auteurs. Fait que là, NH va être littéralement à 4 minutes à pied du Bordel Comedy Club, ce qui était déjà le centre culturel de l'humour, va avoir une coche d'importance encore plus. C'est comme quand ils ont mis Maurice Richard et Guy Lafleur sur le même trio. T'écoutes pas beaucoup le hockey, hein? Non. Je jouais ça en même temps au moins. Non. Non. Non? Mais je sais qu'il y en a un des deux, son surnom c'était Boum Boum Jeffrion. Là. Ça, je suis sûr. Ouais, c'était les deux qui se faisaient des low five après les games. Assez déçu qu'il est allé jouer pour les Panthers. C'est un immense privilège aujourd'hui de parler à la directrice fondatrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer. T'es à l'aise avec le fait que je tutoie? Oui. Incroyable. Ben, c'est parti. Louise Richer, merci d'être Tu me tutoies, mais tu m'appelles madame. Ouais. Madame Richer, tu. Ouais, ça a été bizarre. Vous êtes d'accord que je te tutoie? Ouais. C'est toujours compliqué. Les parents de ma blonde sont plus vieux que mes parents à moi. Puis là, je pense d'une fois à l'autre, j'alterne entre le tu et le vous, je sais jamais. On se tue. C'est parfait, mais on se rencontre évidemment pour parler du déménagement de l'École nationale de l'humour qui a été annoncé il y a quelques semaines déjà. Ouais. Dis-moi comment ça s'est présenté l'idée de devoir déménager parce que les bureaux étaient plus assez gros pour l'école? Dans ta question, il y a une partie de la réponse, ouais. Parce que les locaux étaient rendus évidemment trop exigus par rapport à l'ensemble des activités qu'on peut faire, par rapport à l'ambition qu'on a, par rapport à notre vision même de l'école de demain. C'est un demain qui est relativement proche, mais auquel on réfléchit depuis un certain temps. Alors, puis il y a des éléments aussi d'espace, il y a des éléments aussi d'environnement technologique un peu plus affinés. Il est question aussi d'une salle de spectacle qui sera plus intéressante que notre fameux A1 avec quelques spots accrochés ici et là. Alors, ça fait partie des éléments qui nous ont fait considérer éventuellement. Mais un autre élément aussi, c'est que j'ai comme pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. C'est la volonté aussi d'avoir pignon sur rue puis d'être plus accessible. Ça fait partie aussi, là, on occupe, comme tu le sais, tu l'as fréquenté, ce 7e étage d'un immeuble au coin de Laurier-Sherbrooke, un peu excentré. Alors, en faisant les premières études de faisabilité, c'était dans une volonté d'être plus centrale, d'être plus accessible reconnaissable pour le public aussi, j'imagine, de pouvoir pointer, c'est là l'école, c'est pas un peu dans un building, finalement. Puis de trouver, donc avoir pignon sur rue, mais d'avoir un environnement qui nous ressemble, auquel on peut contribuer, et ça s'est avéré, puis ça se confirme totalement, à savoir le quartier latin, qui est en voie d'être revitalisé, alors d'être capable de profiter de la synergie de tout ce qu'il y a autour. On pense à la grande bibliothèque, on pense qu'il y a des acteurs importants au niveau culturel et éducationnel, on pense à l'espace Saint-Denis, on pense au bordel d'ailleurs. 4 minutes à pied du nouvel emplacement. C'est ça. Alors des discussions avec Charles régulières aussi sur
sur le rôle, par exemple, de la salle de spectacle qu'on aura en complémentarité avec ce que le bordel offre. Il va y avoir de la maison de la chanson qui va être là. Alors, il y a l'INIS qui est pas loin, l'UQAM avec qui aussi on a des échanges. Alors, de se retrouver dans une possibilité de synergie pour profiter d'un milieu, d'un environnement et pouvoir y contribuer, donc à savoir la relance puis la revitalisation du quartier latin. Ben oui, c'est drôle parce qu'en fait, c'est la force de l'école pour les étudiants, le fait de mettre plein d'étudiants créatifs ensemble. Fait que là, l'école va profiter finalement d'avoir plein d'institutions créatives ensemble. Absolument. Le fait d'être au quartier latin. Absolument. Donc, dans la conférence de presse, on a entendu qu'il y avait une aide financière de la part du gouvernement. Ça se négocie comment une entente comme ça, tu sais? Avec beaucoup de persévérance, parce que ça fait 5 ans que j'ai abordé, en fait, ce projet-là. Je me suis renseignée parce que on n'a jamais fini d'apprendre, là, mais dans l'esprit aussi d'acquérir un immeuble, ce qui n'a jamais été le cas où on est, c'est une location. Donc, il y a maintes étapes. Je référais tantôt à des études de faisabilité. Il y en a eu 2. Devoir effectivement repérer des immeubles à travers des cas de figure différents, de réfléchir même au mode de propriété comme tel. Est-ce que, j'allais dire c'est raisonnable, c'est peut-être pas le bon mot, c'est raisonnable de penser à être propriétaire de l'immeuble, ce qui est le cas de beaucoup d'écoles de formation d'art. Tu connais la DESAC, l'Association des écoles supérieures d'art du Québec. Ben, beaucoup d'écoles sont propriétaires de leur immeuble, ce qui constitue un actif et un certain gage de pérennité pour les institutions. Mais ça se fait étape par étape et elles se multiplient, ces étapes. Puis il y a des moments donnés, tu sais, mais je pensais pas que ça allait se faire un claquement de doigts. Alors, c'est beaucoup de persévérance. D'ailleurs, à la conférence de presse, le ministre qui a parlé avant moi, le ministre de la Culture, M. Lacombe, parlait de moi comme étant très insistante. Pas le choix. Mais qui est demeurée agréable. Alors, donc là, je me suis désignée comme comme ligne mince à respecter. Après ça, donc je suis une gosseuse en chair, tu sais. Mais c'est ça. En tout cas, ça m'amusait, mais ça démontrait aussi ce que tous ces projets-là requièrent énormément de persévérance, voire d'insistance, mais il y a peut-être une façon de le faire. Et puis ça a été un peu, je trouve, un pèlerinage pour convaincre les gens de la maturité de l'école, puis un peu comme de justifier cette prétention-là, puis prétendre avoir un lieu qui nous appartient, prétendre avoir, tu sais, c'est ça, pignon sur rue, à doubler l'espace, d'être plus central. Ben ça, on a l'impression le nombre de sollicitations, d'instances pour des rencontres, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, que ce soit le partenariat du quartier des spectacles, c'est infini le nombre de gens sur la route qu'on identifie comme étant des gens, pas à convaincre, mais à sonder à tout le moins la perception que l'école a. Et c'était extraordinaire. C'était un chemin où on a pu valider, revalider et encore voir l'adhésion que les gens avaient à notre projet. Tu sais, par exemple, à la conférence de presse, ben il y avait Marie Grégoire de BANQ, de la Grande Bibliothèque, il y avait la DG, évidemment, de la PIH, mais aussi la DG de la DIS qui était là, il y avait Monique Giroux de la Maison de la Chanson, il y avait à l'UQAM aussi, la vice-rectrice à la relance du quartier latin, il y avait évidemment des gens du Saint-Denis, mais c'est extraordinaire de voir, mon Dieu, on est rendu à un niveau, puis ça a évolué énormément parce que c'était pas le cas. Même le déménagement ici, à la présente école, il y a une vingtaine d'années, quand ils ont annoncé, il y a 20 ans, une subvention de 650 000 pour aménager les lieux. Ça a été vu presque comme un scandale, puis je me suis retrouvée, c'est incroyable. C'est particulier. Puis à ce moment-là, alors, en tout cas, là, on a pu identifier, percevoir et savourer aujourd'hui comment la perception était très positive de l'école, puis la reconnaissance de l'impact de l'école, en amont d'un écosystème, en amont du milieu de l'humour et du milieu culturel de façon plus générale, comme les autres écoles de formation l'ont. Mais c'est ça. Il y a comme quelque chose, tu dis, comment se fait-il? Il n'y a personne qui va contester. Il y a personne qui va contester
que les écoles, que serait le théâtre sans école de théâtre, que serait le cinéma sans école de cinéma, que serait la danse contemporaine, puis je pourrais continuer bien longtemps de même, mais on n'a jamais contesté l'idée de l'importance de la formation artistique en amont des disciplines artistiques. Et là, comment ça se fait? Ça a tant tardé. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans parce que ça va... Mais ça a tardé. Oui. J'ai l'impression que ça a déjà été un combat à plusieurs reprises là, dans ton parcours de devoir défendre le fait que comme une école d'art en humour a sa place. Absolument. Et que l'humour devrait être reconnu comme un art. Qu'il y a eu ce débat-là et ce combat-là à mener à la base. Très longtemps. Puis les plus jeunes aujourd'hui, ils sont étonnés que ça a pu être aussi mal reçu, mais pas pendant 3-4 ans, là, pendant extrêmement longtemps. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CAL, donc qui a admis l'humour comme discipline officiellement il y a 2 ans. C'est ça. Hein? On est en 2022. Puis ça, pour moi, c'est le plus grand indicateur encore que la lutte devait continuer à être menée et qu'il restait des gens à convaincre que l'humour est bel et bien une discipline artistique. Je pense que la conception de ces instances-là, c'était que c'est tellement une business qui va bien au Québec que c'était compliqué de les convaincre que c'est un art qui a aussi besoin d'être soutenu pour que cette relève-là puisse finalement être nourrie et devenir à être rentable éventuellement. Là. C'est assurément un élément du portrait ou effectivement d'établir la légitimité. Mais c'est aussi, ça aussi, c'est vraiment historique, un peu les arts élitistes versus les arts populaires. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu une prise de conscience et il y a eu une volonté pour les arts perçus ou vus comme étant élitistes, de se démocratiser et par ailleurs, de l'autre côté, de valoriser les arts dits populaires. La chanson, ça fait longtemps que ce soit des instances qui donnent des subventions ou autres, où la chanson est partie prenante, est reconnue, qui est un art populaire, ou d'ailleurs, les créateurs vont avoir différents styles d'humour, plus populaires, plus nichés, plus quand on parlait des chansonniers dans mon temps, on dit plus ça aujourd'hui, là. Mais ça a pris un certain temps avant que les perceptions ne se réduisent pas à dire l'humour, c'est dans la majorité des cas, c'est vulgaire, ça malmène la langue, alors que même c'est en partie responsable de la dégradation du français au Québec. L'humour, c'est facile, la moitié des shows sont improvisés. Fait qu'il y avait effectivement des préjugés, qui faisaient en sorte que ça alimentait cette perception-là. Mais aujourd'hui, je pense que la multiplication des plateformes, la segmentation des marchés a fait en sorte que l'offre, depuis maintes années, est beaucoup plus diversifiée qu'avant et des gens qui font un humour moins large public ou vont trouver leur public. Absolument. Alors, il y a des voies de communication direct entre un public, ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qui soient plus marginales, plus engagées ou autres. Mais on a une telle diversité d'univers, et qui dit diversité dit richesse de l'offre. Alors, probablement que cet élément-là a pu mettre en relief aussi des voix que les gens ne captaient pas dans un esprit de découvrabilité il y a 10 ans, 15 ans, par rapport à aujourd'hui. Je comprends. Parce qu'on voyait juste les gens qui se démarquaient vraiment dans le 1% finalement des humoristes populaires. Exactement. Puis on était, je pense à Jean-Michel Anctil ou à Lise Dion qui ont fait des centaines de milliers, vendu des centaines de milliers de billets. On ne reverra plus ça aujourd'hui. Fait que l'esprit un peu de, l'humoriste one fits all, on est beaucoup plus, effectivement, dans des segments de public ou de... Puis, et que dire de la multiplication des soirées d'humour? Puis, enfin, moi, j'étais de la première soirée des lundis de DA, le 21 février 83. Wow! Wow, t'étais pas né, puis t'étais même pas ces tablettes. Non, mais je dis ça, et la vieille qui... je me souviens, non?
Mais on faisait ça le lundi soir, évidemment, le lundi A, puis c'était comme un soir par semaine, puis tu sais, je sais pas moi, 12 semaines au printemps, puis 12 semaines. Mais avant que ça devienne comme les comédie clubs aux États-Unis, qu'un lieu ne présente que de l'humour, ça a pris du temps et du temps, tu sais. Il y a 10 ans seulement. Il y a 10 ans seulement. Alors, l'effervescence, la multiplication des soirées qui se sont aussi distinguées, qui ont leur personnalité, parce qu'antérieurement, quand il y en avait moins de soirées, je pense, puis que c'était quand même une espèce de passage obligé. Ben il y a beaucoup de gens qui sont morts au combat parce que ça correspondait pas au style d'humour qui circulait dans ces soirées-là. Et que dire des filles? Combien de filles sont mortes au combat parce que l'esprit des soirées, puis avec beaucoup de sexisme et autres, ben ça a fait en sorte qu'elles n'ont pas traverser le tunnel, puis qu'éventuellement, elles ont pu s'épanouir et trouver leur place. Mais aujourd'hui, c'est important aussi, je trouve que dans la multiplication, c'est aussi de valoriser ou de favoriser des lieux plus safe, là, puis aussi que les soirées aient différentes personnalités pour que les différents styles d'humour puissent trouver des lieux ou des lieux de diffusion qui leur correspondent. Je suis 100% d'accord. Et là... C'est pas là, on pourra pas chicaner. Ah, tu penses ça, Olivier? Non, mais la prochaine est salée. La prochaine est salée. Sors-la ta salière, voir. Envoie la salière. Mais non, ou poivrée, en tout cas. C'est les poivres, oui, c'est ça. Au contraire, là, on l'a nommé, mais c'est toi qui s'occupe de l'ENH depuis le début, depuis sa fondation, finalement. Et là, tu m'as nommé, c'est son 2e déménagement. J'imagine que c'est un avant. C'est plus que ça, mais avant, on a fait 1 an de place. Oui, c'est ça. Okay, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le 6e déménagement, mais... Quand même. Parce qu'ici, ça fait quand même un bout de temps. Ici, puis avant ça, c'était pas loin du quartier des spectacles également. C'était sur Saint-Laurent, ça a été sur Prince-Arthur. La première année, en 88, c'était sur Jean Talon et Boyer. Okay. Mais c'est pas grave. Là, encore là, je sortirais mais pas... Mais j'imagine que c'est un avantage mes vieux d'avoir... portraits, là, tu sais. C'est un avantage, j'imagine, d'avoir eu ces différentes expériences-là. Puis est-ce qu'il y a des erreurs, disons, qui ont été faites dans le passé que vous ne voulez pas reproduire dans ce déménagement-ci? Des erreurs, c'est que c'était des lieux inadéquats. Je dis pas tant des erreurs qu'on n'avait pas les moyens, que l'école n'avait pas les moyens financiers et la capacité financière pour s'établir dans des lieux dignes de ce nom. Même au Balfour... j'avais un échange avec Louis-José. C'est comme si j'avais l'air de faire du name-dropping avec Louis-José qui dit diplômé 97, 98, je commence à me mêler dans mes années, où il y avait des tapis usés, tu sais, bord en bord, tu sais. Même au Balfour, il y avait des trous dans les murs, il y avait des... Puis, en fait, ce qui a fait aussi qu'on pouvait pas aménager les lieux de façon intéressante, mais là, on avait besoin de déménager parce que le programme de création humoristique pour les humoristes passait d'1 an à 2 ans. Oui. Fait que ça, c'était très significatif en termes de besoin d'espace. Alors là, on allait double avoir... tout, en fait. C'est ça, tu as une première année, puis tu as 2 cohortes plutôt qu'une. Puis il y avait la cohorte écriture. Ça a été l'élan pour déménager. Mais ici, où on est depuis 20 ans, c'est beau. Ce sont les premiers lieux, en ce sens-là, où c'est lumineux, où les espaces sont agréables, puis qu'il y avait quand même, même plus ou moins bien équipé, mais ça faisait le travail, là, notre salle de présentation. Alors, c'est un lieu agréable pour les yeux qui correspondent à nos besoins, mais 20 ans plus tard, il y a tellement... la pratique professionnelle a tellement évolué. La pandémie a aussi amené à diversifier les lieux, les espaces de diffusion quand on pense au virtuel et autres. Et les compétences à acquérir se multiplient aujourd'hui. Tous les étudiants, auteurs et humoristes sont initiés à la production vidéo. Tout le monde se penche sur un concept de série web. Alors, ça, c'est un élément qui est extrêmement fondamental pour qu'une formation professionnelle soit digne de ce nom et demeure pertinente, c'est parce qu'elle évolue en temps présent, elle fait évoluer son cursus, ses cours en temps présent avec l'évolution même de la pratique professionnelle. Bouger en temps présent, ça requiert de l'agilité. Puis, d'une certaine façon, c'est pas une grosse école. On n'est pas une grosse école. On a toujours restreint, on a toujours souhaité, puis on n'a jamais bouger là-dessus sur le nombre d'étudiants et étudiantes dans chacune des cohortes. Pour que ça reste une formation personnalisée. Exactement. Parce que ça a pu être tentant. Parce qu'on a eu des cycles où l'école était relativement régulièrement en déficit.
Et quand on accueillait un nouveau membre, un nouvel administrateur au conseil d'administration, on disait, vous êtes en déficit, mais vous retenez, l'école est contingentée. Puis, par exemple, pour le programme de création humoristique, vous dites que vous retenez à peu près 10 % des candidatures. Mais c'est pas compliqué. Doubler le nombre d'élèves, il n'a plus de problème d'argent. Fait que ça a été des pressions, mais je pense que ça peut être légitime dans un calcul purement mathématique, là, ou comptable, d'amener des propositions comme celle-là. Mais ça, il n'y en a jamais été question. Puis de la même façon, dans la prochaine école, il y a là, on travaille sur des ajouts de programmes et tout, mais on ne sera jamais un paquebot. Et, ça aurait pu devenir un cours magistral comme à l'université finalement, où tous les gens qui veulent participer rentrent dans la salle. Mais ça n'aurait pas été le même cours, ça n'aurait pas eu le même impact, ça n'aurait pas été le même suivi, le même accompagnement où, comme tu le disais, l'accompagnement individualisé est fondamental parce que au-delà de notions générales ou génériques de création en humour, il y a effectivement la démarche artistique où l'invitation, ou le souhait, c'est l'éclosion de chacun, tu sais, l'éclosion de chaque univers. Et c'est ça la beauté, je pense, que quand on regarde l'ensemble des diplômés, puis qu'antérieurement, c'était comme un commentaire, c'est un moule, je pense qu'il y a une telle diversité d'univers, ça correspond pas du tout à l'école qui usine puis qui a un même moule pour tout le monde. Ben oui, mais Phil et moi, on est super d'accord, on s'en parle souvent de nos deux expériences, puis les deux, on a senti cette importance-là de se développer individuellement. Et dans les soirées d'humour, il y a de plus en plus de gens qui font de l'humour, qui percent éventuellement, qui n'ont pas fait le parcours de l'ENH. Dans des podcasts ou dans des loges, on entend des fois les débats de pour ou contre l'école. Et est-ce que, comme directrice fondatrice, ça vient te chercher d'entendre ce débat-là? Moi, c'est une bonne question, puis c'est une relative nouvelle question que des journalistes m'ont posée. Peut-être que l'école était pertinente avant. Peut-être l'est-elle moins aujourd'hui parce qu'il y a tellement de lieux où on peut effectivement tester son matériel, valider, puis évoluer, puis ça, je le crois, là. Puis j'ai jamais pensé qu'hors de l'école, point de salut, là, tu sais, ça n'a jamais été la position. L'affaire qui est amusante, c'est qu'à un moment donné, je disais, nous, par rapport à d'autres écoles, il y a plusieurs écoles de théâtre, je dis, nous, on n'a pas de compétition à l'école de l'humour. Et c'est pas vrai. À un moment donné, j'aurais dû y penser plus vite. Oui, on a de la compétition, c'est de ne pas faire l'école. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Et on ne peut pas ne pas reconnaître que l'écosystème a changé, amène d'autres opportunités. Puis pour moi, ça fait partie de l'évolution du milieu, puis je ne peux que saluer, puis de valoriser, puis d'être heureuse de voir qu'il y a des soirées d'humour, puis ça occupe une même salle tous les soirs, puis avec les open mic, puis en même temps, on réalise que les candidatures, en tout cas que l'école est identifiée comme un lieu qu'on peut privilégier pour vivre, aller chercher ce cadre-là pour que ça correspond à ce qu'on souhaite. Mais il y a encore tout autant de demandes, tout autant, puis tu sais, à la limite, on réalise à travers la qualité, il y a la quantité des candidatures, puis il y a la qualité des candidatures, que maintenant, les gens ont un respect, ont une compréhension plutôt des exigences de création en humour, alors qu'on avait des candidatures avant de gens qui, des fois, leur entourage, que ce soit un mononcle ou qui accompagnait un jeune en disant « Hey, va mon jeune! » Je te dirais l'exemple le plus évident dans notre esprit, c'est quelqu'un qui était imitateur, qui faisait des bruits, tu sais, alors que lui... de savoir faire des bruits, puis il différenciait des marques de chainsaw, puis des bruits différents, que là, il avait tout ce qu'il fallait pour percer, que ça ne requérait pas d'explorer un univers, tu sais, en termes de la prise de parole, quelle est-elle, puis on voit que les gens respectent maintenant la création, puis comprennent les exigences des métiers de création en humour. Ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant, puis des gens s'amenaient en disant, je suis un comique de salon, toute ma famille me trouve drôle, alors j'ai tout ce qu'il faut pour que ça devienne mon métier. Là, aujourd'hui, c'est pas ça, puis la qualité, c'est ça, je le disais, il y a la quantité puis la qualité des candidatures est là,
Et pour le moment, vraisemblablement, parce que l'école touche plus large que, évidemment, que de présenter un numéro en salle, tu sais, parce que l'idée aussi, c'est d'explorer tous les espaces de potentiels de diffusion, de les paramétrer, de comprendre les paramètres, puis d'être en capacité de diffuser, de déployer sa puissance créative dans plein de contextes. Vous travaillez la chronique également, vous travaillez, que ce soit les techniques vocales. Alors, il y a des gens qui vont voir ce cadre-là comme le lieu privilégié d'évolution, puis d'autres non. Puis c'est correct. Exact. Puis moi, je dis souvent l'inverse. Les gens se demandent pour ou contre l'école ou est-ce que l'école a encore sa place, mais il y a tellement plus de gens qui font de l'humour maintenant. C'est pas non plus tous les profils de gens qui sont faits pour être dans une école de formation. Alors, l'inverse existe moi, aussi. J'ai pas de problème avec ça, mais il y a... Je sais pas... J'espère que ça n'aura pas l'air prétentieux, mais ce que beaucoup de gens... disent, c'est que, puis j'ai un témoignage de Nive à cet effet, qui dit que l'école, quoi qu'il en soit, l'école, les diplômés de l'école auront peut-être élevé les standards de qualité à l'intérieur même des soirées, que les humoristes aient fait l'école ou pas. C'est fou. Ça, c'est malade. Nive, il me disait, on a fait une série qui va paraître... Que tu te compares, tu vois le professionnalisme de quelqu'un qui a passé 2 ans à travailler d'une certaine manière ou qui a appris du moins à travailler. Nive m'a dit, moi, au début, puis il n'était pas question que je fasse l'école, mais j'ai travaillé avec Sébastien Ravary et Adib Al-Khalidé qui, eux, avaient une méthode de travail, avaient une discipline, avaient... de les avoir eus sur ma route, eux m'ont guidé puis m'ont aidé. Fait que d'une certaine façon, c'est peut-être de façon indirecte, mais il y a un impact sur la qualité de l'humour ambiant parce qu'en amont, il y a une école, je reviens à dire, comme au cinéma, qui donne des lettres de noblesse aussi à ces métiers-là de création en humour, puis que le niveau d'exigence, à un moment donné, il va s'élever de façon généralisée. C'est vrai. Puis ça va atteindre tout le monde. Donc, l'école a fait des dommages collatéraux positifs parce que, c'est con, mais moi-même, j'écris avec des amis où là, tu donnes un conseil que toi, tu as vécu à l'école, la personne va faire du chemin avec ce conseil-là, finalement. Et pour, disons... revenir sur la discussion, c'est quoi les services que la nouvelle école va pouvoir offrir aux étudiants ou à la communauté du quartier latin et autres? Oui. Tu le nommes bien, là. On poursuit. On va avoir aussi l'environnement technologique qui va faire en sorte qu'on va être encore plus... on va mieux refléter le milieu professionnel. Médias sociaux, podcasts, toutes ces choses-là. Exactement. Là, on regarde aussi pour des formations plus courtes, plus ciblées. À la lumière aussi des besoins qu'on a identifiés, une espèce de sondage depuis même plusieurs années, là, que ce soit auprès des producteurs, auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, pour voir effectivement à quels relatifs nouveaux besoins on peut répondre. Puis c'est ça notre job. Par ailleurs, ce qui est bien important, c'est d'offrir des services à l'ensemble de la communauté des créateurs en humour, qu'ils aient fait l'école ou pas. D'être un lieu autant des locaux. Des locaux qu'on peut réserver, exactement. Puis il y a vraiment un phénomène, c'est moins un phénomène parce que ça fait maintes années, de collégialité, je trouve, dans le milieu. Avant, les gens, c'était des solistes, puis c'était quasiment... Ils étaient plus dans un esprit de... avoir peur d'être plagié. Là, aujourd'hui, puis beaucoup de finissants de l'école, de diplômés, vont se créer une garde rapprochée comme ça, un sous-groupe avec lesquels ils vont partager, ils vont présenter leur matériel, vont présenter leur matériel dans un esprit un peu de mutualisme. Et ils vont justement se rencontrer en gang, ils vont justement... Fait que c'est ça d'avoir des locaux. Beaucoup dans des cafés, mais que l'école devienne une possibilité d'endroit où on peut puis collaborer. Puis des cafés à plusieurs, tu
sais, c'est comme, alors, puis autant d'avoir une programmation, des classes de maître, des endroits où réfléchir sur l'évolution, de la discipline. Alors, on est à continuer à sonder, puis à capter, à capturer les besoins pour y répondre, pour qu'ils soient significatifs. Un peu dans un esprit de dire que l'école, pignon sur rue, avec des espaces ouverts où les étudiants vont pouvoir rencontrer des gens du milieu, que même les fameux vendredis où vous présentez vos numéros, qu'il puisse y avoir des gens du milieu de l'humour qui puissent, donc de générer des publics pour les vendredis, puis dans le rodage pour les shows d'école. Wow. Tu sais, c'est dans cet esprit-là que l'école puisse se désigner comme le centre de convergence des expertises en humour du Québec. J'ai adoré cette phrase-là. C'est vraiment ça. Puis on n'en parle pas souvent, mais on a mis sur pied l'école en 2012, l'Observatoire de l'humour, qui rassemble des chercheurs, des praticiens. Bien, on pourra activer ça aussi, cet observatoire-là, puis y intéresser des gens, puis de faire rencontrer des chercheurs, tu sais, les praticiens et les chercheurs pour mieux documenter puis alimenter la pratique artistique. Wow. Fait que il y a tellement de lieux, puis d'autant plus que on a des secteurs d'activité périphériques qui sont maintenant très actifs et qui, aujourd'hui, génèrent un impact social. On travaille dans les centres de services scolaires, on travaille beaucoup avec les jeunes des écoles secondaires, puis dans des ateliers d'écriture inclus dans les cours de français des écoles ou en parascolaire. On travaille dans les classes d'accueil en francisation. On travaille dans des classes à besoins particuliers, notamment des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle. Alors, on travaille avec les autistes aujourd'hui. Non seulement des spectacles dans les écoles aussi, des formations d'impro, tu sais, exactement, on travaille, par exemple, on a fait un projet au Centre Radisson qui est un centre de jour pour des gens vivant avec la mobilité réduite ou très réduite. Ils ont créé des capsules pour parler de leur réalité, mais à travers des capsules humoristiques. On a fait, puis on va refaire des camps d'été avec les jeunes en générant une espèce de mixité de profil des jeunes. On travaille dans les milieux de travail, dans les entreprises, en valorisant l'humour comme vecteur d'humanisation des milieux de travail au service de la qualité relationnelle et de la qualité communicationnelle. Moi-même, je suis retournée à l'école, faire un MBA, McGill HEC, j'ai fait mon mémoire sur l'humour en milieu de travail. Puis ça peut être dans les entreprises bancaires, autant que dans les milieux communautaires. Alors, il y a tout ça. Là encore, on est comme chef de file sur l'utilisation de l'humour sans considérer l'humour comme éventuellement un métier, mais comme étant des outils de communication. Autant, c'est ça, dans la qualité de nos relations que éventuellement des qualités de communication. Alors, c'est comme si on élargissait, mais avec, tu sais, il y a l'axe vertical fondamental qui est la formation, professionnalisation des métiers de création en humour, puis l'axe transversal qui nous fait rejoindre des gens dans une prise de parole. Et c'est incroyable. L'effet numéro 1, là, c'est la confiance en soi. À travers cette prise de parole-là, que ce soit les jeunes, que ce soit des gens de divers milieux, que ce soit les diverses communautés culturelles et autres. Alors, c'est fou, on élargit notre travail et vraisemblablement notre impact aussi en insérant, en ayant une volonté d'avoir un impact social, en explorant des nouvelles voies. Pour lesquels on est, comme pour la formation professionnelle en humour, on est d'une certaine façon chef de file. Absolument. Merci énormément pour l'entrevue. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait discuter. C'est incroyable, c'est hyper stimulant tout ce qui s'en vient pour l'école. Puis j'ai hâte d'aller la visiter. Puis c'est dans l'ouverture. Puis nous, je dis souvent que l'école a évolué avec toutes les parties prenantes. Tu le sais, on fait des rencontres, comment ça va, ou on demande aux gens, puis vous pouvez commenter ce qui se passe à l'école. Absolument. Mais c'est en s'écoutant, puis nous, on va être pertinent parce que vous allez nous indiquer comment on peut répondre à des besoins. Puis là encore, cette prochaine école-là va être vibrante parce que l'injection viendra de vous autres.
puis qu'on puisse ensemble, éventuellement, justement, préciser, circonscrire les besoins que vous avez pour qu'on puisse y répondre, mais tout ça va se faire dans la poursuite d'une conversation en continu, dans l'idée d'une écoute en continu pour être significatif. Ça se sent, en tout cas, cet accueil-là, d'entendre les points de vue des gens. Merci. On a exactement tout ce qu'on voulait. T'es tanné, là? Non. C'est ça? Non, mais je me sens mal de prendre de ton temps. Ben voyons donc! Mais oui, mais Ben on est hyper reconnaissant. Ben vraiment, non, c'est voyons vraiment donc! tout ça qu'on... Comme si... Ben non. Ben non, mais là, tu gères des Ben, grandes affaires. Ben non, mais je suis là pour ça. Puis si je n'étais pas là pour ça, ça irait pas bien. Tu sais, je veux dire, s'il fallait que ça nous... Je sais pas, là, parce que nous autres, notre fierté, là, puis la gratification de tous les membres du personnel à l'école, c'est de voir des gens évoluer. C'est vraiment ça. Fait que, c'est chouette. que de vous voir avancer, évoluer, de vous voir entreprendre, de vous voir initier des choses. Puis je trouve qu'aujourd'hui, avec les balados, justement, il y a une réflexion sur le métier, il y a une curiosité, alors qu'avant, c'était comme, ben non, moi, je fais des jokes, demandez-moi pas ou de me justifier ou de comprendre, j'ai pas, tu sais. Ouais. Mais là, je trouve que de plus en plus, tu sais, il y a une réflexion sur son propre métier, Non puis seulement dans une idée de partage. Oui, non seulement dans le milieu, mais je le sens aussi au niveau du public. Exactement. Parce que le public, mettons, sous-écoute, c'est fait connaître comme ça. C'est-à-dire qu'on avait un peu accès à la coulisse de l'humour. Et il y a des comédies geeks plus que jamais, en fait, là, des gens qui veulent connaître les rouages de cette industrie-là, même s'ils ne veulent pas en faire partie. Non, c'est ça. Il y a quelque chose d'impressionnant de savoir comment ça fonctionne, puis d'en faire partie en écoutant le contenu, finalement. Oui, puis l'humoriste, il est là, c'est un miroir de ce que les gens vivent, de ce que, tu sais, puis dans leur vision du monde qu'ils partagent, mais l'adhésion se fait parce qu'on s'y reconnaît ou parce qu'on y est bousculé ou autre. Mais c'est vraiment, quand on parle, tu sais, c'est une création identitaire, tu sais. Alors, on se reconnaît dans l'autre, puis il y a une prise de parole qui, de façon plus ou moins consciente, tout à coup, ça nous révèle une grande partie de qui on est. J'ai trouvé ça tellement beau quand tu parlais des gens, justement, avec des difficultés de langage, où, tu sais, on entend très peu, en tout cas, dans... Le grand public, je pense, entend très peu les différents volets que l'école a en dehors de la formation principale. Puis j'ai tellement trouvé ça beau, comment tu l'as nommé, de la confiance en soi. Puis en fait, c'est que l'humour devient un canal de communication que des gens ne connaissaient pas, en fait. Donc, tu découvres des outils de communication. Puis ça, je trouve ça magnifique. C'est de l'empuissancement pour soi-même. Exact. Pour ne pas dire empowerment. Oui. C'est super. Merci d'avoir été à l'écoute. Si jamais tu aimes ce qu'on fait, n'hésite pas à partager l'épisode. Ça nous aide vraiment beaucoup. C'est comme ça qu'on va pouvoir grossir notre communauté. Si jamais t'as pas d'amis, montre-le à ton caissier au dépanneur du coin. Ça serait malade. Ça se peut qu'à un moment donné, il te fasse un rabais à la Bud Light. C'était drôle, ça. Voilà une caisse gratuite. Ouais.